Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ce webinaire de Telmed. On va parler de l'estime de soi. Je suis Émilie Thomas et je suis avec Françoise Palis qui est coach certifiée et formatrice pour notre réseau Telmed. Je rappelle rapidement ce que fait Telmed et pour que tous les participants puissent avoir le même niveau d'information. On propose de l'assistance psychologique, de la e-consultation via une plateforme qui s'appelle caring.etelmed.com. Vous aurez les informations à votre disposition sur cette présentation de slides qui va vous être présentée par Françoise. A priori, si vous nous écoutez, c'est que l'entreprise ou l'organisation pour laquelle vous travaillez, a mis à disposition ce service de caring qui comprend une ligne d'écoute, de la e-consultation et des questionnaires d'auto-évaluation. Dernière petite chose avant de commencer, vous avez à droite de votre écran une colonne questions qui vous permet d'interagir avec nous et notamment avec Françoise. Donc si vous avez pendant sa présentation des questions, des commentaires, quelque chose que vous voulez partager avec nous, vous n'hésitez pas à le faire. Je me ferai votre porte-voix, j'irai poser vos questions et vos commentaires à Françoise pendant son intervention. Voilà. Ben François, je te laisse la parole. Je te remercie, Émilie. Je t'en prie. Nous travaillons en binôme de toute façon. Oui. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur l'estime de soi, un sujet sans doute bien d'actualité qui vous touche vraisemblablement assez fortement, vu le nombre de personnes qui s'étaient inscrites. Je me réjouis de faire votre connaissance aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à intervenir, comme Émilie l'a dit, dans le chat box, posez vos questions ou levez la main si vous avez quelque chose à dire. Eh bien, on démarre. Voilà. Alors, avant toute chose, je voudrais faire avec vous un petit bris de glace. Dites-moi, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vous met de bonne humeur? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Donc techniquement, là, vous pouvez aller dans la colonne questions pour répondre à Françoise. Pour que ce soit moins descendant, je vous invite vraiment à participer. Sinon, ça va être pendant une heure écouter quelqu'un parler sans pouvoir interagir. C'est moins drôle. Donc, est-ce que tu peux répéter ta question, Françoise, pour les personnes qui arrivent au... Oui, au compte-gouttes. Pas de souci. Alors, qu'est-ce qui vous met de bonne humeur le matin? Une chose que vous aimeriez entendre, une chose que vous faites, une chose que vous voyez. Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur? Je vous partagerai ensuite pour moi ce que c'est. Alors, dans un premier temps, écouter de la musique. Moi, je vais donner mon avis, la météo. Une grosse influence en ce moment sur mon humeur. Voilà, plutôt ensoleillé, ça a tendance à me mettre de bonne humeur. Je regarde encore s'il y a quelqu'un d'autre qui a répondu. Alors, il y a effectivement le soleil, les vacances, la musique, être avec ses proches. Donc, voilà, c'est peut-être des conditions qui vous mettent... Vous êtes souvent de bonne humeur alors, parce qu'au printemps, il a fait quand même beau. Alors, moi, ce qui me met de bonne humeur, c'est d'être reconnaissant de la vie qui s'offre à moi, de la vie que j'ai, de regarder un beau ciel, les nuages qui se détachent. C'est vrai que je peux être impactée par la météo, mais de moins en moins. J'essaye de profiter du moment quand il est là. Voilà. Bien. Donc oui, bien dormir, un gros café, oui, ça c'est, on en est beaucoup là. Merci de ce premier partage. Alors, qui suis-je? Eh bien, je suis Executive et Life Coach. Je suis formatrice également, spécialisée dans l'accompagnement du changement
professionnelle auprès des cadres et managers lors de transition de carrière, lors de restructuration, afin de les aider à trouver plus de sens et de motivation et de retrouver un chemin et de nouveaux projets. Mais je suis également spécialisée dans l'accompagnement des cadres et managers aussi, mais à l'international, donc comme coach interculturel, pour les équiper d'outils qui leur permettent de s'adapter rapidement dans un contexte international avec un patron d'une culture différente, dans une équipe multiculturelle, et de communiquer le plus efficacement dans un contexte international. Et comme en particulier, je m'adresse aux jeunes femmes en début de carrière pour les assister dans leur développement personnel et professionnel, pour les aider à trouver leur identité, développer leur leadership, trouver leur marque, utiliser en fait leur expérience professionnelle à l'étranger comme un levier de développement, de telle manière à ce qu'elles puissent déployer leur potentiel et puissent mieux impacter leur environnement. Alors, en fait, j'ai un parcours professionnel de 25 ans de vie et professionnel en Belgique, qui est mon pays de naissance, mais également à l'outre-mer comme expatriée en Égypte, au Maroc, au Nigeria à 2 reprises et je vis actuellement au Luxembourg. Alors, avant de devenir entrepreneur, j'ai occupé des fonctions de gestion commerciale et administrative, de communication et de recrutement dans les ressources humaines et d'assistanat auprès d'une direction générale. Mais avec le temps, je suis devenue une nomade, ce qu'on appelle une nomade moderne. En fait, l'expatriation m'a énormément touchée, m'a fait beaucoup évoluer en termes de personnes, en termes relationnels, en termes de vision de la vie. J'ai dû prendre beaucoup de recul dans des contextes culturels extrêmement différents du mien et ça m'a vraiment fait grandir. Alors, ben voilà, je suis d'une nature assez spontanée et positive et en fait, j'aime beaucoup inspirer et stimuler les autres à ce qu'ils construisent un projet, une vision. Les couleurs vives que j'aime porter reflètent l'impact que la culture africaine a eu sur moi, ça reflète ma personnalité aussi et ma passion pour les cultures étrangères et les relations interpersonnelles. Et je voulais ajouter que j'accorde une très grande importance à ma famille. Je suis mariée, je suis mère de 3 enfants. Et voilà, je pense que je ne serais pas tout à fait ce que je suis sans mon mari et mes enfants et mes parents. Voilà, on pourra, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas et nous enclenchons. Alors, mais qu'allez-vous apprendre aujourd'hui? Euh, eh bien, la signification, qu'est-ce que l'estime de moi, de soi, l'amour de soi, confiance en soi, un petit peu la différence entre, la nuance entre tous ces mots. Mais aussi, j'aimerais vous emmener à prendre un petit peu de recul par rapport à votre éventuel besoin d'estime de soi et le positionner dans un cadre un petit peu plus large, mais aussi quelques pistes pour booster votre estime de vous, parce que voilà, je ne connais pas les raisons qui vous ont amené exactement à suivre ce webinaire, ni également qui vous êtes. C'est un petit peu spécial de parler comme ça avec juste une personne devant moi et mon écran, mais je me réjouis d'avance d'avoir vos interactions. Bien, j'aime les images, comme vous pourrez le constater, et je me demandais quel regard portez-vous sur vous-même et qu'est-ce que cette image, à quoi cette image vous fait-elle penser? Vous pouvez à nouveau me répondre dans le text box. Alors, je regarde. Donc pour les personnes, la dizaine de personnes qui viennent d'arriver pendant la présentation de Françoise, une colonne questions dans laquelle vous pouvez répondre directement. Alors Françoise a partagé ses photos. À quoi ça vous fait penser ces photos? Donc être bien avec soi-même, s'apprécier, se conforter. Moi je dirais se conforter soi-même à une publicité. À une publicité. Oui, oui. Tiens. Bien. À de la joie.
l'estime de soi, ça donne de la joie. Ça, c'est bien clair. Mais ce n'est pas automatique. Bien, à ce stade, avec Émilie, nous avons pensé que c'était une bonne idée peut-être de faire passer un petit sondage pour me permettre de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à votre estime de vous-même avant de poursuivre ma présentation. Donc, vous avez une petite colonne à côté de la colonne question, vous avez une colonne sondage. Et on a préparé pour vous 5 questions rapides pour prendre un peu la température, savoir où vous en êtes. Donc, je vais les poser à l'oral, mais vous pouvez répondre en utilisant la colonne sondage et on va voir en direct en fait les résultats et les tendances. Donc, la première question, en général, quel degré d'estime vous portez-vous? Donc, faible, souvent je me désestime, je ne prends pas soin de moi, j'ai tendance à me minimiser socialement. Moyen, ça dépend des circonstances. Plutôt bon, j'ai une bonne estime de moi, j'ai confiance en mes capacités. Très bon, je m'apprécie réellement en tant que personne. Ou alors, vous n'y avez pas réfléchi. Donc ça, c'est une première question. Ensuite, deuxième question, je mérite d'être heureux. Donc c'est une injonction. Alors jamais, parfois, souvent, toujours. Ensuite, la troisième question, j'estime que mon opinion est aussi importante que celle des autres. Jamais, parfois, souvent, toujours. Et ensuite, en quoi cette période de pandémie a-t-elle impacté votre estime de vous? Alors, mon estime de moi n'a pas été impactée. J'ai traversé des moments de réflexion et de mise en question. Ou alors, cette période m'a vraiment perturbée et ça a remis en cause mon estime de moi. Ou alors, vous ne pouvez pas évaluer. Et enfin, dernière question. À votre avis, comment votre entourage direct perçoit-il l'estime que vous portez? Donc, première option, comme quelqu'un qui n'a pas une bonne estime de soi, ou alors quelqu'un qui n'a pas conscience de ses points forts, ou alors quelqu'un qui a une bonne estime de soi, ou alors vous n'avez pas vraiment d'idée sur la question. Donc, je reviens sur les réponses, Françoise, pour partager Oui, avec bien toi. sûr. N'hésitez pas à Dis-moi. répondre, hein, c'est vraiment c'est anonyme, il n'y a pas de, Hmm. je sais pas qui répond quoi. Il n'y a pas de jugement non Non, plus, hein? C'est je pense important du de le tout. dire. Donc, le degré d'estime que les participants se portent, on est plutôt sur du moyen, à 75%. D'accord. Hein, donc, ça dépend des circonstances. Il y a des jours, des personnes. Voilà. Ensuite, je mérite d'être heureux. On est à 40% sur du toujours, c'est le plus haut score. Ensuite, on est à 30% sur souvent. Personne n'a encore coché jamais, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça bouge un petit peu, mais ça reste quand même voilà, sur du souvent ou du toujours. J'estime que mon opinion est aussi importante que celle des autres. Parfois à 58%, suivi de souvent à 42%. Voilà, donc ça représente les scores. D'accord. Ensuite, en quoi cette période de pandémie a-t-elle impacté votre estime de vous-même? Donc, à 42%, mon estime de moi n'a pas été impactée. Donc, c'est la majorité des réponses. Suivi à 33%, j'ai traversé des moments de réflexion et de remise en question. Donc, ça fait un tiers. Ça, c'est quand même plutôt assez positif. Oui. À ce niveau-là. Et ensuite, comment votre entourage direct perçoit-il l'estime que vous portez? On est à 50% comme quelqu'un qui a une bonne estime de soi. Voilà. D'accord. Et la réponse d'après, à 30%, on est sur je ne sais pas comment les autres me perçoivent. C'est oui, 30%, un tiers pareil, qui n'ont pas vraiment d'idée. Ok. D'accord, bien. Ben, merci d'avoir participé. Merci, effectivement. Je te laisse continuer, Françoise, Oui. et ces informations. Oui, d'accord. Donc, c'est une bonne chose de constater que la pandémie vous a touché, mais n'a pas nécessairement beaucoup
impacter votre estime de vous-même. Et quant à l'entourage familial, c'est vrai que on ne sait pas toujours comment les gens nous perçoivent, parce que c'est pas le genre de questions qu'on pose nécessairement automatiquement, surtout avec des gens avec qui l'on vit au quotidien. Continuons donc. Alors, l'estime de soi, entre image de soi, confiance en soi, amour de soi, eh bien, bon, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? C'est en fait c'est une sorte d'auto-évaluation, la manière dont l'importance, la valeur que vous vous accordez. Ça peut être consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement. Et en fait, quand on parle d'auto-évaluation, il y a aussi un peu une notion de performance derrière. Il y a une comparaison que l'on fait avec les autres. Si on s'auto-évalue, on compare avec les autres. Et il y a parfois un besoin d'être un petit peu différent, spécial ou brillant. Et ça nourrit en fait l'énergie qui est mobilisée pour réussir une réalisation que l'on trouve positive. Mais ne pas avoir d'estime de soi, euh, on a besoin d'être reconnu. Mais si on n'a pas d'estime de soi, il est difficile d'être reconnu si soi-même on ne s'estime pas. Et la difficulté, c'est que si on ne s'estime pas, eh bien, on peut impacter et on transfère ça vers ses proches et les gens qui nous entourent. Et en conséquence, il est difficile aussi qu'ils nous fassent confiance. Parce qu'on renvoie une image de quelqu'un qui ne s'estime pas. Alors, est-ce qu'on peut lui faire confiance si lui-même n'y croit pas? Alors, l'image de soi, ben, c'est la manière dont je me perçois, c'est assez proche de l'estime de soi. Alors, l'amour de soi, c'est l'attention et le soin que je me porte en tant que personne, avec un corps, en faisant du sport, en, en, en se soignant. Ça peut être en cultivant son mental, ça peut être en cultivant son âme, ça peut être à beaucoup de niveaux prendre soin de soi. L'amour de soi, c'est un sentiment positif que vous ressentez pour vous. Et de là, si vous ressentez un sentiment positif à votre égard, mais vous êtes capable d'aimer, mais aussi de vous faire aimer. Et alors, parce que le fait de ne pas se sentir capable d'aimer, c'est alors difficile d'attirer vers soi des personnes qui pourraient vous convenir. Au contraire, on attirera vers soi des personnes qui ne nous conviennent pas. Et alors, on entre dans un cercle assez négatif. La confiance en soi, c'est une sorte d'assurance, c'est une sorte de sentiment de sécurité intérieure que vous pouvez réaliser des choses. Vous pouvez prendre une décision, entreprendre, vous engager. L'inverse, ça vous confine dans un défaitisme de ne pas avoir, et dans un pessimisme, et vous essayez quelque chose, et si vous n'y arrivez pas, ça ne fait que confirmer finalement l'impression que vous aviez que vous n'étiez pas capable. C'est un cercle vicieux aussi qui s'enclenche. Voilà un petit peu la nuance entre ces trois termes. Alors, j'ai associé l'estime de soi au besoin, parce que c'est un besoin. Alors, vous connaissez peut-être, sans doute, évidemment, la pyramide des besoins de Maslow, qu'on utilise très souvent, mais que je trouve est tout à fait opportune ici. Alors, 5 niveaux de besoins. Besoins physiologiques, de sécurité et de confort, d'amour et d'appartenance, d'estime de soi et d'accomplissement. Donc, besoins physiologiques. Et alors, le principe, c'est quand un niveau de besoin est atteint, on passe au niveau supérieur. Les besoins physiologiques, nous les vivons tous en tant qu'humains. Boire, manger, dormir, et dans certaines cultures se reproduire. Ça, c'est quand même très lié aussi à la culture. Il y a matière à discuter. Besoin en deuxième de sécurité et de confort, une stabilité financière, matérielle, une maison, une assise à ce niveau-là. Et puis besoin d'amour, d'appartenance, ce sont tous les liens sociaux, les amis, les loisirs, les communautés que l'on se crée ou dans lesquelles on s'insère à différents niveaux, et le besoin d'estime de soi. Alors il est clair que dans cette période de pandémie, ce Covid a pu bouleverser beaucoup cette estime de soi, euh, fortement pour certaines personnes, à un niveau de réflexion sur soi pour d'autres personnes, et qui, par exemple, si
si vous avez été déstabilisé dans votre travail et que certains ont pu perdre leur emploi ou ont eu des charges de travail supplémentaires, les relations au travail ont un peu évolué, un peu ou beaucoup évolué, eh bien, ça peut remettre en question l'estime de soi parce que le schéma traditionnel, si je peux parler de traditionnel, a évolué. Alors ici, comme j'ai eu envie de vous poser des questions qu'un coach pourrait poser, donc cette page est faite essentiellement de questions. Le but est d'enclencher un petit peu une réflexion et soit déjà de prendre des notes, soit déjà de préparer des questions que vous aimeriez poser. Et je l'ai intitulé Mon estime à moi, de moi aux autres ou des autres à moi. En fait, parfois, on a une vision de soi qui est un petit peu sévère. Soit on est très perfectionniste et on a une image de quelqu'un qu'on voudrait être et on est parfois très exigeant. Et on est très sévère et on se juge. Qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que je n'aime pas chez moi? Est-ce que vous estimez-vous à votre juste valeur au bout du compte? On vit avec soi-même depuis qu'on est né, mais c'est parfois des questions qu'on ne se pose pas nécessairement. Et qu'est-ce que j'aimerais que les autres sachent de moi? Parce que vous avez, dans le questionnaire, dans le sondage, vous avez répondu que parfois vous ne savez pas nécessairement comment les autres vous estiment. Et comment aimerais-je que les autres m'apprécient? Et de moi aux autres, eh bien, parfois on aimerait donner une bonne image de soi. C'est comme ce monsieur qui se fait tout beau, soit il va à un événement, soit il se fait sa propre image. Et comment mon comportement finalement renvoie une image de moi aux autres et peut influencer la perception que les autres portent sur moi. Mais aussi, de quelle manière êtes-vous impacté des remarques que les autres les opinions, les feedbacks que les autres pourraient vous donner. Et quand je dis ça, naturellement, on parle plutôt négativement, mais vous pourriez recevoir des opinions positives de quelqu'un et vous ne vous y attendriez pas en disant, tiens, il ne dit jamais rien, il ne me donne jamais ce genre de feedback positif et vous pourriez être un peu déstabilisé. Voilà. Alors, quels sont les facteurs qui influencent l'estime de moi? Alors, j'en ai sélectionné toute une série, donc ce sont des facteurs externes auxquels on ne réfléchit pas nécessairement. Ma liste n'est pas exhaustive et je vous en citerai un autre qui m'est venu à l'esprit en partageant ces slides hier avec mon mari. Alors, mon estime de moi, ben d'abord, vous avez été éduqué par vos parents, donc ce sont les premiers impactants, ils vous ont éduqué, vous vous ont transmis des valeurs, un mode de fonctionnement. Ils avaient une image de vous. Est-ce qu'ils vous faisaient confiance? Comment reconnaissaient-ils ce que vous réalisiez? Ou au contraire, est-ce que vous sentiez que vous deviez cadrer dans un mode de fonctionnement qui était le mode paternel ou maternel? Alors, les études, on est parfois très marqué par un professeur, par un ami, une amie, par un cercle d'étudiants et qui ont pu vraiment impacter sur mon estime de moi, ou positive ou négative. La sphère professionnelle également. Les amis, qui ont parfois une vision de vous bien typée, et finalement, ils ne connaissent qu'une partie de vous-même. Vous êtes celui, par exemple, qui est l'excellent coordinateur et qui fait d'excellents barbecues. Et alors, vous ratez parfois la moitié de la conversation parce que vous êtes autour du barbecue. Enfin, c'est juste pour plaisanter, ou ils savent que vous êtes très sensible aux enfants. Euh, Juste deux exemples ainsi, mais que connaissent-ils de vous d'autres? Alors, les réseaux sociaux, bien entendu, impactent beaucoup l'image d'un homme, d'une femme idéale, d'un mode de fonctionnement idéal. Même si actuellement, il existe beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de pages auxquelles vous pouvez vous abonner, tout ça est devenu très, très éclectique. Néanmoins, tout ça peut impacter que ce soit sur le plan physique ou sur le plan comportemental, comme une bonne manière, si vous voulez, de vous connecter aux autres.
Et là, vous rendez compte que vous êtes dans le cadre ou vous n'êtes pas dans le cadre. Est-ce que ça impacte sur votre estime de vous? Mon cercle familial, évidemment, il a bien une vue de qui vous êtes. Alors, je n'ai pas pu empêcher de mettre évidemment le Covid qui a pu influencer votre estime de vous. S'il y a eu des perturbations au niveau de votre travail, vous avez dû vous adapter très très vite à effectuer des tâches supplémentaires, par exemple, ou il y en a certains que vous effectuez, vous ne pouviez plus effectuer. Des responsables parfois plus nerveux. Voilà, les situations sont très nombreuses et il n'est pas possible de toutes les énumérer, mais voilà quelques idées. Alors, j'ai pensé aussi que ce qui pouvait éventuellement impacter votre estime de vous, c'est au niveau de l'environnement, des ressources inépuisables qui sont autour de nous. Par exemple, si dans une situation où vous avez la faible qualité de l'environnement à certains niveaux, ou euh, la qualité de ce que vous mangez a pu impacter sur votre santé, par exemple, et a détérioré cette santé, comme des allergies très fortes. Et là, forcément, vous n'êtes plus tout à fait ce que vous étiez auparavant. Par exemple, il y a bien d'autres manières d'aborder la chose. Alors ici, donc influencer positivement votre vie et votre environnement, j'ai pensé à trois outils, trois boosts pour stimuler un petit peu cette estime de soi et sa confiance et sa confiance en soi. Alors, le cheminement, on part de l'estime de soi vers, quand on a une vision un petit peu, l'estime de soi, on voit un petit peu qui on vaut, on peut mieux s'évaluer, on peut arriver à s'accepter. Puis la connaissance de soi, pour moi, c'est une étape après parce que malgré tout ce qu'on a pu apprendre et si on s'estime, il y a encore des zones d'ombre et parfois des outils extérieurs peuvent aider à se connaître davantage pour arriver enfin à la conscience de soi. Mais tout ça, c'est parfois le chemin d'une vie. Ça met parfois du temps et tout le monde n'est pas, il n'y a pas de comparaison à faire. Certaines personnes vont plus vite que d'autres à ce sujet et puis il n'y a pas de jugement de valeur. Chacun sa route. Alors le premier outil que je vous propose, je vais regarder avant de commencer les signes de reconnaissance, s'il y a des commentaires ou des questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde. Je regarde rapidement. Non, pour l'instant pas. N'hésitez pas aussi à m'interrompre si vous avez une question. Alors, les signes de reconnaissance, il y a 4 possibilités d'exprimer des signes de reconnaissance. Alors, des signes, et ils s'associent par paire, soit positif inconditionnel, positif conditionnel, négatif inconditionnel, négatif conditionnel. Je vais vous expliquer tout cela. Alors, un signe inconditionnel, c'est bien, ça touche la personne dans son ensemble. En positif, c'est un signe que vous pourriez vous donner en disant je suis quelqu'un de bien. Est-ce que vous vous dites ça parfois? Je suis fière de qui je suis. C'est pas courant. Hein? Parfois, on se dit waouh, est-ce que j'ose? Un signe conditionnel négatif, ça pourrait être voilà, je suis complètement nulle là. Qu'est-ce que je suis bête ici? Là, voilà. J'ai un signe conditionnel positif, ça pourrait être eh bien, je suis très contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pu effectuer toutes les tâches que j'avais inscrites sur mon post-it. Ou en négatif, j'ai encore manqué à réussir à mettre en place une bonne relation avec mon responsable. Ça, c'est pas encore dans cette conversation qu'on va y arriver.
Et donc, il y a une manière, on peut se donner des gestes en physique, donc par un contact physique en positif, ben, ça peut être une franche poignée de main, tout dépend un petit peu de la relation que vous avez avec la personne, bien sûr. Ça peut être une- un hug, comme on dit en anglais, on s'embrasse ou simplement toucher l'épaule délicatement. Et ça, c'est très variable suivant les cultures. Des cultures où vaut mieux ne pas trop se toucher. On est dans une communication plus formelle. D'autres cultures où c'est évident. Alors, langage corporel, ça peut être un clin d'œil, un, un geste, un mouvement du visage, un sourire. Un verbal, c'est évidemment un mot, un message exprimé verbalement. Alors, est-ce que, à ce stade, est-ce que vous octroyez facilement des signes de reconnaissance? Et si oui, dans quelles circonstances? Est-ce que vous voudriez un petit peu que je teste un petit peu le pouls de l'audience de cet après-midi à propos de ça, des signes de reconnaissance? La question, est-ce que vous octroyez des signes de reconnaissance? Et si oui, dans quelles circonstances? Alors, j'ai des signes de reconnaissance conditionnels. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est la personne qui a dit ça, est-ce qu'elle a un exemple en tête? Donc, si vous avez des exemples concrets de signes de reconnaissance, n'hésitez pas à les partager dans la colonne questions à droite de votre écran. Est-ce que ces signes de reconnaissance, moi je pose des questions du coup, est-ce que ces signes de reconnaissance, ils sont forcément donnés par quelqu'un d'extérieur à soi? Ou Non, est-ce non. qu'on Oui, vas-y. ou est-ce qu'on peut se les donner à soi-même, on s'auto-donne des signes, on se Oui, reconnaît dans oui, ses oui. actions, positifs ou négatifs. Ben, j'ai bien compris ton exemple tout à l'heure de on se parle on commente intérieurement une action qu'on a ratée ou qu'on a Mhm. réussi. Euh, euh, Donc des signes de reconnaissance, par exemple, ben voilà, je verbal sur le faire, typiquement lors d'un entretien de fin d'année, ok, donc ça c'est plutôt une reconnaissance extérieure. Ou alors on reconnaît à soi-même qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Mhm. Oui, ça peut être mentalement. Alors, J'ai envie de dire qu'en ce moment, la reconnaissance du langage corporel, c'est un peu plus compliqué parce oui, qu'on n'est pas forcément non, en c'est face à certain. face, enfin surtout dans les situations professionnelles. Après, en famille, c'est différent, mais Alors, on peut très bien, je pense que c'est vrai, bien sûr, Émilie, ces circonstances rendent les signes par un contact physique un petit peu plus difficile, mais je pense que contrairement à ce que l'on pense, on peut faire déjà passer pas mal de messages par Internet, oui, par une caméra, parce que ben voilà, je le constate oui. quand j'ai des sessions de coaching ou même avec mes propres enfants, dont l'aîné est à l'étranger aussi. Et alors, il faut bien que l'on se donne des signes de reconnaissance. Alors, il y a tous les petits émojis, évidemment, que l'on peut s'envoyer. Mais voilà, ça, c'est quand même très, très standardisé. Alors, ben, il y a moi. Alors, je pense que ça a de l'importance, mais je pense aussi que c'est assez culturel. Dans nos cultures occidentales, je ne sais pas comment vous avez été éduqués. La Belgique n'est quand même pas très très loin de la France. Néanmoins, euh, éduqués on, on nous dit, ça n'était pas spontané de partager des signes de reconnaissance. Ou surtout, il ne fallait pas nécessairement les affirmer, les exprimer quand on voulait dire quelque chose. On avait plutôt des signes de reconnaissance négatifs sur des reproches, sur ce qu'il faut améliorer, mais pas nécessairement sur ce qui est bien fait. Parfois aussi, on n'ose pas demander des signes de reconnaissance parce qu'on a dit, mon Dieu, c'est comme si je voulais qu'on me vante. Et
et donc, on a un petit peu une sorte de pudeur ainsi, d'oser demander, ou on peut aussi risquer de ne pas accepter des signes de reconnaissance, aussi surprenant cela puisse-t-il paraître. Comme, mais j'ai un exemple de quelque chose que j'ai vécu. J'en ai même plusieurs. J'ai déjà rendu des services à des amis et alors ces personnes me remercient en disant que ça leur a été utile. Et moi je dis oh mais ce n'est rien, je minimise, ce n'est rien, ne t'inquiète pas, quelque chose ainsi. Or qu'au fond de moi-même, j'y ai passé du temps, j'étais contente d'avoir rendu ce service. Et donc, voilà, oui, cette sorte de discrétion ainsi, où quelqu'un va vous complimenter pour une femme, pour une robe, un homme, un beau costume ou être bien habillé. Et alors, ben, non, c'est normal, c'est dans les circonstances que je m'habille comme ça. Et ça m'est déjà arrivé et j'ai un peu désarçonné la personne devant moi et je me suis remise en question après. Bon, peut-être est-ce en partie dû à mon tempérament, je ne sais pas, mais je pense que c'est aussi dans l'éducation que nous recevons. Alors, si vous deviez tourner euh, la, la phrase, le signe de reconnaissance négatif, je n'ai jamais de chance, qu'est-ce que vous diriez? Si vous deviez la tourner de manière plus positive, qu'est-ce que vous diriez? J'aurai plus de chance la prochaine fois. Formidable. Je pense que la chance est quelque chose que l'on se crée. Et puis ce qui peut apparaître comme un échec d'un premier abord est en fait une, une raison pour se remettre en question et voir comment construire à partir de cet échec. Et il est vrai que nos cultures, contrairement aux cultures anglo-saxonnes, sont quand même très axées sur la réussite. Et donc, l'inverse de la réussite est ne pas l'échec est considéré comme souvent quelque chose d'assez dramatique et qui peut même être un peu discriminant. Tandis que dans les cultures plus anglo-saxonnes, c'est une étape et ça fait partie de l'expérience. On a un deuxième commentaire qui dit ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, très certainement. Oui. Bien. Alors, je vais passer à l'outil suivant qui s'appelle la fenêtre de Johari, qui est la contraction entre deux prénoms, la contraction entre un monsieur qui s'appelait Joseph Luft et Harry Ingham. Alors, ça remonte sur deux idées clés. Donc, c'est construire un climat de confiance à partir de feedback, de partage donné et reçu. Voilà à quoi cela ressemble. Il y a 4 fenêtres avec une zone ouverte, une zone aveugle, une zone cachée, une zone inconnue. Alors, la zone ouverte, c'est ce que vous savez de vous et ce que les autres connaissent de vous. Ça peut être des éléments très factuels, donc un métier que vous faites, un lieu où vous habitez, des choses que vous possédez, mais ça peut être aussi des traits de caractère. Comme tout le monde sait bien que quand il a bu un petit verre, il devient il devient un petit peu agressif ou c'est un passionné de nature ou il travaille énormément et voilà, des traits qui sont connus des deux. Inconnus de moi, donc, eh bien, parfois, il y a des choses qu'inconsciemment, on ne voit pas, mais qui sont connues des autres. Des traits de caractère qui peuvent impacter éventuellement, parfois négativement sur nous, comme une manière de se comporter qui peut être déplaisante pour certains,
comme une attitude un peu supérieure, une forme d'autoritarisme. Ça peut être aussi quelqu'un qui se minimise, mais qui ne se rend pas compte parce que c'est un processus interne un peu inconscient dans les remarques qu'il dit, mais c'est perçu par les autres comme quelqu'un qui se minimise constamment. Euh, je cite quelques exemples, mais voilà, il y en aurait tout plein si ça peut vous évoquer vous-même des propres exemples. Alors, la zone cachée, c'est qu'est-ce que je sais et que je ne dis pas aux autres, parfois par crainte de ce qu'ils vont penser. Et la zone inconnue, étonnamment, c'est une zone qui n'est connue de personne. Alors vous dites pourquoi est-ce qu'elle existe? Mais parce que on peut être amené à découvrir des choses de soi dans des situations nouvelles. Par exemple, en vivant à l'international, j'ai découvert une chose. J'ai découvert que je pouvais m'accommoder de la solitude. Je veux dire, on est tous seuls finalement, quelque part. Mais dans le sens où quand quand j'avais une vingtaine d'années, je travaillais, je travaille toujours, mais je travaillais en entreprise. Le soir, je rentrais, j'avais mes loisirs, j'étais dans des cercles d'amis, je sortais beaucoup. Et j'étais finalement relativement peu souvent seule. Et quand nous sommes allés en Égypte, au Nigeria, j'ai eu des périodes où j'étais quand même très, très seule. Et donc, j'ai dû combiner et faire en sorte que la solitude devienne mon meilleur ami, si je peux dire. Et nourrir ce temps, me nourrir d'une autre manière. Et je me suis rendu compte que ça m'a aussi enrichi et que ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. Donc ça, c'est quelque chose que les gens, a priori, ne savaient pas sur moi, parce que on n'en parlait jamais, parce que la situation ne se présentait pas et que je ne savais pas. Voilà. Vous pourriez aussi parler d'une zone d'ombre. Alors, le principe, c'est de demander du feedback, ce qui s'appelle, pour amener à élargir la zone ouverte vers la zone aveugle pour se découvrir, et donner du feedback, élargir la zone ouverte vers la verticale pour faire en sorte qu'on parle un peu plus de soi. Alors, parfois, on pourrait être amené à le faire avec des gens avec qui on ne penserait pas le faire, mais qui, une fois que vous vous ouvrez un petit peu, vous seriez surpris de voir la manière dont une confiance est en train de se créer. Évidemment, il y a des choses qu'on ne raconte pas toute sa vie, bien sûr, et on ne raconte pas tout à n'importe qui. Cela va de soi. C'est du bon sens. Et il faut un peu sentir avec qui on peut parler. Mais parfois, euh, ça peut s'avérer très utile et accroître la confiance et améliorer sans doute la qualité de votre communication. Et sans doute aussi, et ça contribue à votre estime de vous. Parce que en osant demander un feedback, vous pourriez être surpris parfois des commentaires positifs que les gens peuvent vous partager. Et s'ils ne le sont pas, voir de quelle manière arrondir vos angles. Françoise, Oui. est-ce que tu peux donner quelques exemples de feedback? Par exemple, quel feedback on pourrait demander de nous et quel feedback on pourrait donner? Alors, un feedback à demander, mais ça peut être par rapport à la qualité du travail que vous effectuez. Par exemple, parce que ça arrive très souvent que vous effectuez votre travail, mais vous n'avez pas nécessairement de retour sur ce qui est fait. Et vous vous dites, ben, puisque je n'ai pas de retour, c'est que ça va. Mais en fait, les choses tournent et on est dans un flux d'activité et la personne qui est votre responsable ne pensera pas automatiquement à vous en donner. Si vous en demandez et que vous avez l'occasion, ne fût-ce qu'un quart d'heure, de partager sur un travail effectué, parfois vous pourriez être surpris des éléments de ce travail et des éléments que vous pourriez ressortir et qui vous permettraient d'aller plus loin et d'améliorer. Ça, c'est en termes de tâches, mais vous pourriez demander du feedback à propos même de la manière dont vous fonctionnez, spécialement si vous gérez une équipe. Ça, c'est parfois bien utile ou
auprès d'une personne de confiance. Alors, donner du feedback, euh, si vous avez des collaborateurs, si ça se prête, si vous avez des réunions hebdomadaires, à la fin d'une réunion, vous pourriez avoir une impression qu'une intervention d'un membre de votre équipe vous a laissé et vous pourriez lui partager votre feedback parce que parfois ces personnes ne sont pas conscientes de ça. Je pense notamment, mais maintenant c'est de plus en plus admis, une personne qui serait très constamment sur son smartphone pendant une réunion ou qui, pendant une réunion virtuelle, coupe régulièrement sa caméra et donc vous vous posez une question si cette personne suit bien. Donc voilà, il faut voir selon les circonstances. Je ne sais pas si ça répond en partie à la question de la personne qui l'a posée. Oui, je pense. Je vais laisser revenir cette personne si jamais elle a besoin de compléments d'information. Mais ça D'accord, semble clair. ok, je continue. Oui. Alors ici, mieux se reconnaître, mon étoile d'excellence, c'est aussi un outil de coach que j'ai moi-même complété pour moi-même. Et en fait, nous sommes dans... Il y a un petit chapeau qui monte à reconnaître, c'est pas grave. Euh, nous sommes dans cette période de confinement ou de post-confinement. Nous sommes dans cette situation de pandémie, tous quelque part unis dans une situation que nous, globalement, que nous subissons. Et, et c'est peut-être le moment de se remettre en question. Et je vois visiblement dans les sondages que c'est le cas de plusieurs d'entre vous, de réfléchir à qui vous êtes, mais aussi, on est aussi tous uniques. Et s'estimer, c'est aussi reconnaître son unicité. Et c'est pour ça que je vous propose cette étoile de l'excellence. Alors, elle fonctionne à 5 branches. Il y a mes talents. Donc, globalement, soit vous avez déjà fait des bilans, mais souvent on fait des bilans de compétences, pas toujours de ces talents. Soit vous les savez assez spontanément, mais parfois ça fait du bien de les noter par écrit. Quelles sont mes compétences acquises pendant mes études, mais acquises lors de formations dans votre entreprise, par exemple, ou d'autres compétences acquises en dehors. Alors, mon essence, c'est quelle est ma route? Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Donc ça a un côté, ça a une profondeur, si vous voulez. Pourquoi suis-je là? Quel est mon but? Alors mes valeurs, qu'est-ce qui me meut à l'action? Qu'est-ce qui motive mes actions? Qu'est-ce qui me semble important? Qu'est-ce qui ferait que le matin, je serais prêt à me lever? Qu'est-ce qui me révolte ou qui m'anime énormément? Mon attitude, c'est plutôt en termes de comportement. Une attitude, certains, je dirais, sont visionnaires, combatifs, plutôt analytiques, plutôt d'ordre administratif, euh, plutôt meneur. Quel type d'attitude vous avez qui est prédominante? Quel type de personne vous êtes? Et tout ça, si vous voulez, fait, peut faire partie de votre zone d'excellence. Et zone d'excellence parce que je pense que nous avons tous une part d'excellence en nous. Et je pense que le reconnaître, c'est important. Et cette période, si elle a pu déstabiliser un petit peu notre vision des choses, nos perspectives, nous permet peut-être de nous mettre mieux, euh, prendre du recul et dire, ben, il y a peut-être des opportunités. Alors ici, je ne suis pas designer. J'ai réalisé ces deux schémas hier parce que je vais vous demander de réfléchir ce que vous aimez en vous et vos forces. Alors, ce sont un petit monsieur, une petite madame stylisée. Alors, ça peut être, on aime quelque chose en soi de physique, on aime quelque chose en soi de mental. Ça se passe au niveau du cœur, ça se passe à quel niveau ou qu'est-ce que vous aimez en vous et vos forces. Je vous laisse y réfléchir quelques instants.
vais juste peut-être, je vais continuer, je Oui, pense. continue. Oui, Enchaîne. Je suis d'accord. désolée, j'ai un Non, bruit non, d'avion derrière moi. Je ne sais pas si ça s'entend beaucoup, ça mais je s'entend coupe un mon peu, micro, du coup, je mais suis désolée. pas d'inquiétude. Alors, pourquoi avez-vous rejoint ce webinaire en fait? Je ne le sais pas, je ne vous connais pas. Ça me ferait plaisir de vous connaître. Alors, ce dessin m'a interpellée parce que on est seul on est seul, mais on n'est pas tout à fait seul dans cette situation en disant est-ce que je fais le poids par rapport aux autres? Alors de là, ça peut écorner votre estime de vous, votre confiance en vous. Elle a pu être ébranlée pendant cette pandémie et donc vous voudriez faire le point, vous savez plus très bien où vous en êtes, ou alors simplement vous avez réfléchi sur votre mode de fonctionnement et peut-être que ça peut servir d'opportunité à de nouveaux projets, à vous découvrir autrement. Et ou alors, peut-être qu'il se pourrait que et vous ayez un peu une image différenciée, c'est-à-dire que entre l'image que vous avez de vous et celle que votre famille vous renvoie, par exemple, ça a fait comme un effet boomerang, ça a été encore plus fort parce que justement, comme le quotidien a été un petit peu perturbé, il y a des choses qui sont revenues en pleine figure, si vous voulez. Alors, mais ce que j'ai fait, donc, pour ne pas tout répéter, donc je fais du business et du life coaching et du coaching interculturel et de la formation, des formations que je conçois. Je m'adresse à des personnes dans les périodes de changement, principalement à un public de cadres et de managers, pour travailler justement la question du sens et de la motivation et de retrouver une voie et un chemin qui leur correspond. Alors au niveau transition, développement de carrière, et aussi j'accompagne les cadres dans leur expatriation pour l'adaptation au changement culturel et en fait et plus spécifiquement pour les femmes en début de carrière à l'international. J'ai d'ailleurs créé un podcast à ce sujet. Alors, quels sont les risques si vous ne prenez pas soin de vous? Ben, le risque, c'est que l'image que vous avez, il y aura un décalage entre ce que vous percevez, vivez vous, et l'image qui est perçue des autres. Ce serait quand même dommage. Risque de tension, et je pense que cette période n'est pas propice à créer des tensions supplémentaires. Le stress accru, moral bas, je crois qu'on a tous besoin de travailler sa confiance en soi dans cette période qui est déstabilisante, qui peut être ressourçante, mais qui peut aussi perturber les schémas de pensée habituels. Alors, j'ai voulu faire le lien entre le coaching et l'estime de soi, parce que il est important dans le coaching, ça vous permet de partager vos inquiétudes, de travailler sur le stress qui vous anime, justement parce qu'on est dans un climat créé de confiance, où une relation s'installe entre les deux personnes dans un contexte bienveillant. Ça vous permettrait de vous reconnaître et de vous accepter justement parce qu'il y aurait une mise en perspective, il y a un recul par rapport à vous-même, par différentes techniques que je vais expliquer par la suite. Et s'engager, en fait, pour vous permettre, le coaching peut vous permettre de vous engager sur une voie du changement concret, c'est-à-dire au moyen d'un plan d'action. Et donc, cette image est connue, mais je la trouve toujours bien amusante entre le chat qui se regarde et qui se voit un lion, entre l'image que soit on véhicule, soit la personne que l'on voudrait être. Et si on était tout simplement soi-même et qu'on s'acceptait tel qu'on était, on a plus de merveilleux en soi qu'on l'imagine et plus de potentiel. Alors, voilà, ces quelques derniers slides sont consacrés une présentation globale du coaching parce que souvent, il y a parfois une mauvaise compréhension de ce qu'est effectivement le coaching. Alors, mais d'abord, le coaching, c'est quoi? C'est un métier d'accompagnement. Alors, pourquoi j'ai mis une calèche? Parce que ça vient du mot cocher, donc tiré de l'anglais coach, qui était donc la personne qui menait les chevaux et la calèche à bon port. Et donc, à l'instar du cocher à l'époque, qui lui était responsable de la course,
Les passagers décidaient d'opter pour un cocher particulier. Il y avait un cadre, le cocher assurait la sécurité, la route, mais l'itinéraire était choisi par les passagers. Sauf, bien sûr, si je prends en compte des diligences dans le Far West, là, il y avait des pistes prédéterminées, mais ce n'est pas à ça que je pense spontanément. Je pense plutôt aux coursiers dans les villes. Alors maintenant, vous pourriez les comparer à des taximens, évidemment. Mais j'aime bien l'idée du cocher. Et donc, le cocher, il éclaire la route, il la connaît, il offre son expertise, sa sécurité, tout comme le coach le fait. Alors, le coaching, c'est un métier donc, qui accompagne les gens. Il a ses techniques, ses outils. Donc, il travaille, on fonctionne à l'intérieur d'un cadre temporel. On travaille souvent avec un contrat de personne à personne quand c'est du coaching individuel ou dans le cadre d'une entreprise, un contrat qu'on appelle tripartite. Dans un cadre temporel, on détermine un moment, on détermine un montant, on crée une confiance entre deux personnes, c'est d'abord l'essentiel. Il a les outils, on travaille avec des outils particuliers. Donc, il y a un cadre, un code d'éthique, il y a une formation pour devenir coach. On fait partie de fédérations, on doit être accrédité. Alors, il existe beaucoup de sortes de coachs différents avec beaucoup de spécialités. Moi, je m'oriente davantage dans l'exécutif et le life coaching, mais il y en a d'autres qui font simplement, il y a du coaching de plus d'équipes. Du coaching qui se fait uniquement en entreprise. Il y a des coachs qui sont en entreprise, des coachs qui travaillent en privé, dans des organisations. Il y a beaucoup de spécialités différentes. Il y a des coachs sportifs, évidemment, mais c'est encore un autre mode de coaching. Il y a des coachings pour artistes, des coachings pour beaucoup. Alors, donc, le coaching, donc, offre un éclairage. Et j'ai choisi cette photo où une scène est éclairée de multiples manières parce que c'est le questionnement du coach qui va permettre à la personne qui l'accompagne, qu'il ou elle accompagne, d'éclairer sa vie, d'éclairer la problématique qu'il a amenée lors de la session sous une lumière qui lui est tout à fait personnelle. Et le cheminement et la progression, c'est un travail que l'on effectue pendant un certain nombre de séances ensemble. On chemine ensemble. Il y a une co-responsabilité. Il y a une progression et une évaluation de cette progression. Mais il y a une finitude, c'est-à-dire que le but n'est pas du tout de créer une relation de dépendance l'un à l'autre. Alors, en cela, le coaching diffère d'une thérapie. On ne va pas évidemment, on s'intéresse à la vie de la personne. On ne creuse pas le passé de la personne. Bien sûr, on écoute sa situation, mais si le problème est d'ordre thérapeutique, ce n'est pas dans la compétence du coach, sauf s'il a une formation de thérapeute, et alors c'est une autre casquette qu'il porte à ce moment-là. Mais le coach ne va pas dans la thérapie. Ce n'est ni du conseil ni de la consultance, donc on ne conseille pas. Bien sûr, il y a des moments où on peut faire des suggestions. Ce n'est pas du mentorat, mais évidemment, il existe des points de rapprochement et ce sont des métiers complémentaires. Alors, le coaching, c'est l'art du questionnement. Ça vient notamment de Socrate. Excusez-moi. L'art du questionnement au service de l'émergence des personnes. Donc, le but, c'est la personne qui a un souci vient et on crée un cadre de confiance et le but est de se fixer des objectifs et d'aider le coaché à ce qu'il atteigne lui-même ses propres objectifs et qu'il le libère ou qu'il le rende plus autonome par rapport à la situation qu'il a amenée. Et donc, c'est une responsabilisation, c'est une co-responsabilité. Le coach est responsable du cadre, de la sécurité, si je peux
la sécurité il apporte son expérience, son expertise, il apporte des outils pour permettre au coaché d'avancer dans la problématique qui est la sienne, mais c'est surtout le but est d'une mise en action et de mettre en perspective la situation par rapport à laquelle il est venu, par des prises de conscience, par des métaphores, par toute une série d'outils de questionnements qui sont spécifiques au coaching. Et aussi évaluation de la progression, parce que il est important que le coaché évolue par rapport à sa situation de départ. Sinon, le but n'est pas simplement de parler pour parler, parce que sinon, il y a sans doute une perte de temps et d'énergie pour chacun. Et le coach est responsable de faire en sorte de rendre le coaché responsable de son évaluation, de sa progression aussi. Alors, le coaching est enfin une posture. On travaille sur création du lien de confiance, excusez-moi, qui peut aussi, avec le temps, devenir un lien d'intimité. Je ne parle pas d'une relation d'intimité, mais un lien d'intimité, c'est-à-dire que la relation est suffisamment de confiance pour que la personne ose s'exprimer et dise des choses qu'elle ne dirait peut-être à personne d'autre. Parce que nous sommes dans un cadre de confidentialité, évidemment, qui est assuré avec un professionnel. Alors, le pourquoi, eh bien, on passe à la phase, mais quelle est votre demande, monsieur, madame? Pourquoi êtes-vous ici? Et souvent, les personnes ne savent pas exactement ce qu'elles veulent après. Elles savent ce qui les amène, mais elles ne savent pas ce qu'elles veulent réaliser après. Et ça, c'est la phase, si vous voulez, le pourquoi. Le pourquoi, en 2 mots. Quelle est la destination? Vous vous voyez où dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment atteindre? Ou quelle serait une situation rêvée ou une meilleure situation? Et puis, le comment. Comment va-t-on y arriver? Quel plan d'action va-t-on mettre en place? Comment va-t-on baliser la destination où vous voulez aller? À l'instar du cocher et de sa calèche, il y avait des postes, des hôtels. Quand le trajet était long, il devait s'arrêter, refaire une pause. Eh bien, le coach aussi fait des pauses de séance en séance. On balise, on fait un état des lieux, on voit où on en est, comment il faut se ressourcer, ce qu'il faut apporter en plus pour permettre à la personne d'évoluer. Donc, le coach, c'est vraiment une personne ressource au service de son coaché. Il n'y a pas une relation de pouvoir entre les deux. C'est un pouvoir pour quelqu'un et pas un pouvoir sur quelqu'un. Et enfin, la relation coach-coaché, évidemment, qui est un engagement mutuel. Le coaché s'engage de son côté à avancer. Il est libre, mais volontaire dans son engagement. Et donc, il n'y a rien de pire. Et d'ailleurs, en tant que coach professionnel, je ne veux pas accepter de mission de gens qui subissent leur coaching. Votre responsable vous amène à un coaching. Si vous-même n'êtes pas convaincu que vous en avez besoin, que vous souhaitez effectivement faire un pas dans une direction particulière, je pense que c'est peine perdue et ça ne peut pas s'enclencher de manière positive. Il faut qu'il y ait un besoin et une conscientisation que quelque chose doit évoluer. Donc, il y a une volonté de changement qui doit se trouver derrière. Et donc, en cela, la liberté est totale est laissée à la personne de prendre ses responsabilités. Et il y a un très grand respect qui doit s'installer à ce niveau-là. Et partage et écoute bienveillante, tout ça dans un cadre confidentiel, protégé, sécurisé. Voilà. Alors, à ce niveau-ci, pourquoi ne pas vous estimer et impacter positivement maintenant votre vie et votre entourage? Nous avons parlé donc des signes de reconnaissance, de l'importance de se donner des feedbacks ou d'en recevoir, d'aller en chercher, mais également de réfléchir à vous, cette étoile d'excellence que vous pouvez faire vôtre en la nommant différemment.
Merci Oui. Françoise. Pour les personnes qui ont participé en direct, vous pouvez télécharger les slides directement depuis la fenêtre de webinaire. Il y a un tout petit icône qui est pas très visible, un icône téléchargement qui est un petit nuage avec une flèche à l'intérieur, qui est blanc, qui est petit, qui se trouve en haut. Si vous déplacez votre souris sur l'écran, vous devez la voir apparaître en haut, légèrement à droite, au niveau de la présentation des slides. Donc vous pouvez réutiliser tous les schémas de Françoise et les faire vôtres. Je vous remercie d'avoir passé cette heure avec nous. Moi aussi, je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite une vie lumineuse parce que je pense qu'elle peut l'être. Merci Françoise. Je rappelle que vous pouvez contacter Françoise. Il y a un lien vers son profil sur notre plateforme pour lui poser vos questions, peut-être de manière plus personnelle, plus privée. Sinon, je rappelle que si vous regardez ce webinaire, vous avez accès à nous, notre plateforme de service qui est mise à votre disposition via votre employeur. C'est caring.etelmed.com. Vous avez accès à tout un tas de services qui sont gratuits, de la ligne d'écoute, de l'auto-évaluation, et de la e-consultation en ligne. Avant de se quitter, je vous demanderai si vous avez encore quelques secondes de répondre au dernier sondage pour avoir votre avis sur cette webconférence, si ça vous a plu, si vous avez trouvé des pistes de réflexion. Voilà, ces 3 questions avant de nous quitter. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, de bonnes vacances. Merci beaucoup. Merci. Bonnes vacances. Bel été à vous. Au revoir Françoise, à bientôt.